Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous arrivez à conserver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, malgré les circonstances qui nous poussent à développer cette paix intérieure, je pense, puisque personnellement, c'est un combat quotidien contre la révolte, je dirais, vis-à-vis de tout ce que je peux lire ou entendre, souvent par inadvertance, puisque je ne me tiens plus au courant, comme on dit. Je me tiens éloignée des infos. Mais malgré tout, voilà, on doit se tenir au courant, ne serait-ce que des lois, malheureusement. Donc j'espère que vous arrivez de votre côté à cultiver cette paix et cette sérénité qui permet de garder les idées claires. La révolte monte, c'est certain. Je commence à parler un peu avec les gens autour de moi. Je vois qu'il y a un sentiment de révolte. Et ce chaos va permettre d'imposer des mesures drastiques si ça dégénère, si ça éclate, comme ça peut éclater dans certains pays déjà, et peut-être même par le biais d'agents provocateurs, comme ça s'est toujours vu. Je pense qu'en regardant le passé, en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire humaine, on peut se faire aussi peut-être une meilleure idée de ce qui est en train de se produire et avoir aussi un regard plus vif. Alors pourquoi subit-on toutes ces décisions absurdes qui semblent absurdes? Pourquoi elles semblent absurdes? Parce qu'elles ne paraissent pas répondre à une logique, la logique qu'on nous donne. Si on regarde les choses d'un point de vue sanitaire, alors là, on se demande pourquoi de telles décisions sont prises. Mais si on regarde les choses d'un point de vue politique, spirituel et religieux, on voit qu'il y a une logique dans les décisions qui sont prises. Si on regarde avec le mauvais filtre, on peut penser que les gens qui nous dirigent sont incompétents, qu'ils font des erreurs. Si maintenant on fait l'effort, ou on décide, ou même on est amené par une documentation à prendre conscience que ce qui est en train de se passer est le déroulement d'un plan, d'un dessein, les événements que nous subissons tout à coup ont du sens. Ou en tout cas s'expliquent. Je fais des recherches depuis plusieurs années, un peu dans tous les domaines qui ne m'ont pas été enseignés à l'école, ce à côté de quoi je suis passée. J'ai fait des études plutôt littéraires, alors ces dernières années je me suis intéressée à la science et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des études de philosophie aussi et j'ai pu porter un regard nouveau sur des figures qu'on m'a enseignées. J'ai lu des livres de la part d'auteurs que j'ai étudiés qui ne m'ont pas été enseignés à l'école. J'ai commencé à comprendre en fait que depuis la Renaissance, peut-être même avant, c'est difficile à dire, existe un projet de société assez particulier qu'on pourrait nommer utopiste. Une utopie qui est portée par un groupe d'hommes qui à la Renaissance s'appelait les humanistes, souvent néoplatoniciens, souvent pythagoriciens, souvent occultistes, participant de ce qu'on pourrait appeler une philosophie hermétique. Alors tout ça, c'est des mots très différents qui renferment beaucoup de réalités différentes, mais en gros,
c'est la partie cachée de l'histoire des idées qui ne nous est pas enseignée et que j'ai dû apprendre toute seule, en lisant toute seule, quoi, par la littérature. Alors les idées globalement qui sont renfermées derrière tous ces termes humanistes, néoplatoniciens, hermétistes, pythagoriciens, relèvent d'une sorte de religion en fait, avec des idéaux très précis et une codification très précise. Ce sont aussi des gens qui sont mathématiciens, numérologues. Sachez que la science moderne vient directement de la science occulte, de la science hermétiste. On m'a appris que l'ancêtre de la chimie, c'était l'alchimie dans mes cours de philo. Que l'ancêtre de l'astronomie, c'était l'astrologie. Et donc comme ça, on a des sciences qui ont changé de nom, qui ont pris des formes différentes au fil des siècles. Mais la base qu'il y a derrière, c'est une forme de savoir occulte, de connaissances occultes, qui ne pourrait se transmettre que par le biais d'écoles initiatiques. On va parler par exemple des Rosicruciens. Mais il y a toute forme d'hermétisme et il y a beaucoup de noms, beaucoup d'écoles très différentes qui doivent d'ailleurs se contester les unes les autres. Quand on doit être dans ce milieu, je pense que il doit y avoir des conflits de légitimité. Ce courant, donc, que je vais appeler hermétiste, en relation à Hermès Trismégiste, qui est à la fois un dieu dispensateur de connaissances, mais qui aurait laissé des écrits, il nous reste pas grand-chose, il nous reste notamment la table d'émeraude, qui sont des sortes de commandements. Mais il y a des questions sur la réalité de ce personnage, son existence. Hermès, évidemment, c'est un personnage semi-légendaire. Mais il existe en fait beaucoup de personnages semi-légendaires qui figurent au panthéon de nos penseurs illustres. L'existence de Socrate, par exemple, l'illustre personnage de Platon, est discutée. On discute aussi de l'existence d'Homère, on ne sait pas trop qui c'est. On discute de l'existence de Shakespeare, on ne saurait pas dire si c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui s'appelait comme ça, un prête-nom, un ensemble de personnes qui auraient écrit une tradition orale, on ne sait pas trop en fait. Et j'ai découvert tout ça. Mais c'est connu par les chercheurs universitaires. Tout comme on peut douter de l'existence de Pythagore. Alors Pythagore, quand on est à l'école, on s'imagine que c'est quelqu'un qui fait des calculs pour résoudre des problèmes pratiques. Mais en réalité, Pythagore, c'est une sorte de semi-dieu, un personnage qui est thaumaturge, fondateur d'une secte, qui est astrologue, qui pratique la magie, donc c'est vraiment, c'est quand même très particulier. On n'est pas tellement dans le domaine du rationnel dont la science contemporaine se réclame. Parce que l'ironie, c'est que la science contemporaine provient directement de ces savoirs occultes, magiques, de toutes ces pratiques rituelles un peu bizarres dont elle semble si éloignée et dont elle se dit tellement éloignée en fustigeant l'obscurantisme dès que on croit au surnaturel par exemple. On a découvert récemment des écrits de Newton, personnage important du panthéon de la science moderne, qui portait sur l'alchimie. Un autre personnage important dans ce panthéon, c'est Giordano Bruno, qui est présenté un peu comme une figure, un peu comme Galilée, comme une figure sacrificielle
de la religion scientifique, des martyrs de la science. Quand on prend connaissance de l'histoire réelle, on se documente un peu pour savoir un peu, faire un peu la part entre le mythe et la réalité. Bon, on se rend compte que c'est un peu moins pathétique en fait, comme histoire. Alors des néo-platoniciens à la Renaissance, alors faut revenir à Platon, donc qui lui est censé être un personnage de l'Antiquité grecque, un peu la figure fondatrice de la philosophie, parce que là on n'a pas encore parlé de philosophie. La philosophie, peut-être c'est le nom générique au final qu'on va pouvoir donner à toutes ces disciplines qui sont du domaine de la connaissance de la nature, en fait. La philosophie, à l'origine, c'est un peu ce qu'on appelle science aujourd'hui. Ça renferme la connaissance de la nature, la physique et la métaphysique, qui est, elle, connaissance des concepts, on va dire, ou en tout cas étude des concepts, de ce que Platon appelait le monde des idées, puisqu'il opposait le monde des idées au monde sensible, le monde des perceptions. Et donc, pour Platon, nous ne voyons ici, nous n'avons affaire ici qu'à des ombres, que ce que nos sens perçoivent ne sont que des ombres, et en réalité, la vérité, nous ne pouvons la connaître que grâce à l'intellect, si vous voulez. Et c'est l'intellect donc qui va saisir ces idées et qui va pouvoir s'approcher de la vérité. Mais toutes nos perceptions, en fait, ne valent pas grand-chose, et c'est une idée qui va courir et qui va être développée aussi par Descartes plus tard, où il faut douter de ses perceptions. Et aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je vois où est le problème de nous faire douter de nos perceptions. Ça nous éloigne du réel et ça nous porte à faire confiance à des médiateurs qui en fait vont nous expliquer ce qu'est la réalité. Alors Platon, je ne sais pas vraiment s'il a existé parce que j'ai entendu des arguments qui m'ont fait douter. On a tout qui nous vient de la Renaissance. Et c'est là aussi que c'est problématique, puisque dans l'histoire humaine, il y a souvent confusion. On nous dit « Ah, on a redécouvert quelque chose qui avait été oublié. On a redécouvert l'Antiquité à la Renaissance. » Donc ça, c'est autre chose qui est étrange, puisque comment un peuple ou des peuples auraient-ils oublié leur histoire et qu'on s'en serait ressouvenu à un moment par le biais, dit-on souvent, des Arabes. Je suis pas très calée là-dessus, je vous l'avoue, mais au point de vue du sens, de la logique, ça semble un peu étrange en fait, de se dire on avait oublié l'Antiquité, et puis à la Renaissance on a retrouvé tous les trésors de l'Antiquité qui étaient perdus. Et c'est vrai que quand on voit les éditeurs de la Renaissance, on voit que ils vont être les premiers à publier du Platon, ils vont republier des livres retrouvés entre guillemets de tel ou tel, d'Aristote, de Pythagore, et ces mêmes éditeurs aussi d'ailleurs, je pense notamment à Marcille Ficin, à Florence, sous la protection des Médicis, va imprimer son premier, je crois, le premier ouvrage qu'il imprime, c'est le Corpus Hermeticum, qu'on appelle aussi les Hermetica. Alors tout ça je l'ai retrouvé chez Frances Yates, Y-A-T-E-S, qui a travaillé beaucoup en fait à toute l'histoire de cet hermétisme. Et donc Marcille Ficin, imprimeur à Florence, sous la protection de la puissante famille Médicis, va ressusciter en fait la Renaissance en publiant des inédits. Et donc, c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'est pas l'auteur lui-même de ces écrits, ou alors les aurait-il hérités, mais c'est toujours des manuscrits en fait trouvés sur des marchés, chez des antiquaires. Et donc, j'ai du mal à dire si ce sont des personnages qui ont été forgés à la Renaissance,
ou si c'est vraiment des personnages antiques. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc c'est néo-platonicien, peut-être platonicien tout court, porté sur l'hermétisme, qui est une forme de magie, porte le projet d'une société utopique. Utopie, c'est un mot inventé par Thomas More, un autre personnage assez bizarre, puisque il nous manque un peu sa date de naissance, je crois, ou de mort. Son nom a une signification, mor, morus, ça veut dire le fou en latin. C'est en même temps un personnage d'un de ses livres, mais qui est distinct de l'auteur. C'est vraiment très bizarre. Donc je dirais que j'ai même des doutes sur la véritable existence de Thomas More. Et c'est un problème pour l'Église catholique d'ailleurs, parce que il a été béatifié. Donc bon, ce serait un peu catastrophique, mais bon. Thomas More est connu pour un ouvrage qui s'appelle Utopia. Et donc c'est l'inventeur du terme utopie, et on retrouvera ensuite toute une littérature de l'utopie en fait qui décrit toujours la même chose. On aura Thomas More, on aura H.G. Wells au XXe siècle, et entre Thomas More et H.G. Wells, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Cyrano de Bergerac, enfin je veux dire, il y a eu énormément de littérature sur le sujet, mais c'est vrai que la première, on va dire le modèle, ça va être la République de Platon, qui est une proposition, une planification d'une modélisation de la société. C'est une société idéale vers laquelle on devrait tendre. Et c'est à peu près toujours les mêmes caractères, le même genre de société qu'on va retrouver, que ce soit chez Thomas More, Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, H.G. Wells, le Nouvel Ordre Mondial. En fait, ça fait des siècles qu'on nous prépare, qu'on prépare une société où tout est bien calculé en fait, où tous les paramètres, le plus de paramètres possibles sont pris en compte pour gérer en fait la population humaine. Et la bonne gestion de cette population humaine, donc c'est du point de vue des dirigeants en fait, du point de vue du pouvoir ou du point de vue de ce que chacun devrait aspirer, est une société collectiviste, égalitaire, où la guerre a été éradiquée, toute forme de conflit, et ce bénéfice est acquis au prix d'une soumission totale en fait à une organisation très codifiée. Alors là, je parle en général. Pour tous les bouquins, il n'y en a pas un en particulier, j'essaie de faire une synthèse plutôt. Mais c'est vrai qu'il est clair qu'au bout d'un moment, on prend conscience que c'est la société dans laquelle on vit déjà finalement, mais qui tend à se radicaliser drastiquement ces derniers temps. Donc là, on a l'impression qu'il y a eu un déclic pour passer à la vitesse supérieure et aller davantage vers cette société. Alors on sait à quoi elle ressemble, cette société utopique du XXIe siècle. Elle a été thématisée, elle a été planifiée, elle a été construite dans les think tanks, mais toujours avec ce fond de société utopique qui traverse les siècles à travers les auteurs, on va dire, hermétiques. Je ne sais pas quel mot utiliser vraiment pour englober toutes ces obédiences différentes. Mais disons que le point commun, c'est l'idée que l'homme est capable de gouverner parfaitement ses semblables. En tout cas, qu'il y a une manière de gouverner parfaitement. Et c'est devenu aussi l'idée que cette perfection du gouvernement humain était possible et devait passer par une gestion scientifique de la chose, une gestion comptable en fait. Et ce n'est pas sans aller avec le fait
que le pouvoir aujourd'hui qui tend à modeler une nouvelle société, comme on voit sur le site du World Economic Forum, il parle de reshape the world, donc reformer, réformer le monde finalement. Et cette refonte, ce changement de forme du monde est entre les mains des gros marchands en fait, hein. Ce sont des sociétés privées. En alliance avec le politique, on le sait. Donc ce n'est pas anodin que la société idéale promue par des marchands soit une société de la comptabilité et du calcul permanent, en fait. Une société numérisée, une société où les statistiques tiennent une place prépondérante. La physique quantique, ce sont des statistiques. Donc c'est pas anodin, si vous voulez, je ne peux pas ne pas faire le lien entre l'aspect marchand et l'aspect on fait du chiffre, quoi. Et donc, dans cet état d'esprit, si on a en tête cet objectif de faire du chiffre avec une société, on arrive à la société utopique qui se prépare. C'est-à-dire que tout va être rationalisé, tout va être téléguidé, et tout va être planifié en fait et comptabilisé, c'est-à-dire l'inverse de la liberté et de la gratuité. Alors évidemment, pour cette bonne gestion qui sera confiée à un supercalculateur, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, mais c'est une oxymore en fait, intelligence artificielle, hein, ou un oxymore, je sais pas. Intelligence, ça va pas avec artificiel, jamais. Parce que l'intelligence, c'est justement la souplesse, c'est la capacité de sortir de sa programmation. Donc, cette intelligence artificielle à qui on va confier la gestion de la société aura besoin de toujours plus de données pour faire ses prévisions, parce que c'est aussi un état d'esprit dans lequel on est malade de prévisions. On fait des augures, on fait de la divination, on veut connaître l'avenir, on fait des calculs en fait, sans arrêt. Et donc il y a une obsession de la prévision, de la prédiction, et pour ça il faut toujours plus de données, des données de toujours plus précises, puisqu'évidemment, quoi qu'il arrive, les paramètres de la programmation limitent radicalement en fait les possibilités de prédiction. Ça peut toujours tomber à côté, et ça tombe très très souvent à côté. C'est un problème pour ceux qui veulent prévoir et planifier. Donc comme il faut toujours plus de données, c'est la raison pour laquelle on va être de plus en plus mesuré, surveillé, évalué. Bon, c'est déjà le cas à travers nos comportements sur Internet. Mais là, il va s'agir de passer un cap pour passer à la détection de signaux biologiques. J'ai vu à la fin du bouquin de Pierre Hillard sur les chroniques du mondialisme, il fait une conclusion là qu'il a remise à jour en 2020. Et il y a toute une partie annexe où on voit un brevet déposé pour un projet de crypto-monnaie indexé sur des signaux biologiques. Fin de la vie privée, fin de la propriété qui n'est pas forcément bonne pour elle-même, mais pour ce qu'elle apporte, c'est-à-dire l'intimité, la vie privée. Ça, c'est la fin de la propriété, c'est aussi une donnée commune à toutes ces utopies. Et maintenant, c'est vraiment présenté comme une projection pour 2030 sur le site du World Economic Forum.
Alors pourtant, des utopies foireuses, il y en a eu au XXe siècle, hein, que ce soit le nazisme ou le communisme, ça s'est assez mal terminé. Mais ils comptent remettre ça, faire un nouvel essai. Et là, les moyens de contrôle sont sophistiqués cette fois-ci. Donc bon, forcément, c'est vrai que à un moment donné, on va devoir faire un choix, c'est sûr. De toute façon, on l'a déjà fait. Mais je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de spectaculaire ou, vous voyez, comme un départ, forcément, devoir partir. Ou il y a peut-être des choses à faire déjà là où on se trouve en ce moment. Et principalement, expliquer aux gens ce qui est en train de se passer. Parce que bon, on peut partir et sauver notre peau tout seul, mais je suis pas sûre que c'est ce que nous demande le Seigneur. Bon, bah merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Salut.